poudre dans un shaker, blanc de poulet grillé, gros biceps. Voilà ce que les réseaux sociaux nous ont vendu comme protéines. Et si je vous disais que vos ongles, vos anticorps et même vos hormones, c'est aussi des protéines? Hello à toutes et à tous, bienvenue dans la poire, le podcast qui vous aide à mieux manger sans pression, mais avec bon sens et douceur. Je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien spécialisé en comportement alimentaire et aujourd'hui, on va creuser le sujet des protéines. Qu'est-ce qu'une protéine? Nos vrais besoins, les protéines animales et végétales, la question de la soutenabilité pour la planète, bien entendu, et un focus particulier sur la périménopause et la ménopause parce que ça touchera 100% des femmes. Et comme je vois trop peu de contenu sur la question, je fais ma part. Et dans ma newsletter, je vous dévoilerai le meilleur du meilleur, des menus complets, des idées de recettes protéinées et des stratégies sur mesure pour couvrir vos besoins. Alors, qu'est-ce que c'est une protéine? Pour imager la protéine, je pense que la métaphore du collier de perles est la plus parlante. Vous imaginez un collier de perles, et chaque perle, c'est un acide aminé. Et quand vous enfilez plein de perles ensemble, dans un certain ordre, vous obtenez une protéine. On va dire qu'il existe 20 acides aminés différents, donc 20 perles de couleurs différentes, si vous préférez. Et parmi ces 20 acides aminés, 9 sont dits essentiels. Essentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps ne sait pas les fabriquer. Vous devez les trouver dans votre alimentation. Les 11 autres, votre corps peut les produire lui-même à partir d'autres nutriments que vous lui donnez. Maintenant, selon l'ordre dans lequel vous assemblez ces acides aminés, vous créez des protéines complètement différentes. Et votre corps, justement, il est une usine à protéines. Il fabrique des milliers de types différents de protéines en permanence. Par exemple, la kératine, c'est la protéine de vos cheveux, de vos ongles. L'hémoglobine, c'est elle qui transporte l'oxygène dans votre sang. Sans elle, respiration cellulaire compliquée. L'insuline, c'est une hormone protéique qui régule votre taux de sucre dans le sang. Elle est aussi cruciale pour votre énergie. Et les anticorps, ce sont des protéines qui défendent votre organisme, votre corps, contre les virus et les bactéries. C'est un peu votre système immunitaire. Donc, et oui, il y a aussi la myosine et l'actine, les protéines de vos muscles, celles dont tout le monde parle depuis quelques années. Mais réduire les protéines aux muscles, c'est comme réduire une bibliothèque à un seul livre. Et c'est pourtant ce qui a été fait. Alors pourquoi tout le monde en parle de ces fameuses protéines? Si on en parle autant aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard. L'idée que les protéines sont essentielles, voire supérieures aux autres nutriments, s'est construite assez progressivement à partir du 19e siècle. À cette époque, les premières recherches en biochimie ont identifié les protéines comme un composant majeur du corps humain, surtout des tissus musculaires. Un chimiste assez influent, Justus von Liebig, croyait même que croyait même que les protéines étaient le carburant exclusif des muscles, responsable de la force et de la vitalité. Il avait assez tort, mais l'idée est restée. Je crois qu'elle a été débunkée en 2003, si mes souvenirs sont bons. Et comme les premières protéines étudiées venaient de produits animaux, on a très tôt associé protéines à viande et viande à force. C'est une idée assez simple et rassurante, conformée, et cette vision, elle s'est renforcée au fil des décennies dans notre culture visuelle, nos récits, notre imaginaire collectif. Si on regarde les films des années 80-90, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, assez musclé, ultra musclé, même hyper carné, et toujours accompagné d'une assiette pleine de blanc de poulet ou de steak, peut-être même que vous vous souvenez ces verres pleins d'œufs crus que Rocky Balboa, le personnage joué par Sylvester Stallone, il prenait au petit déjeuner. Et ça, c'est pas juste de la mise en scène, c'est un mythe moderne de la puissance physique, nourrie par l'alimentation, où les protéines deviennent une sorte de raccourci symbolique entre virilité, performance, maîtrise de soi, voire supériorité. Et aujourd'hui, ce mythe, il continue, il est même entretenu sous d'autres formes. On voit les shakers de whey, les régimes très protéinés, ça fait au moins 20 ans qu'on en parle, et les barres protéinées à 4, voire 5 euros. Et cette obsession, elle n'est pas seulement culturelle. Après la Seconde Guerre mondiale, la question des protéines a aussi été instrumentalisée à l'échelle politique, voire surtout de politique internationale. On a parlé de crise mondiale des protéines, de fossé protéique, le World Protein Gap, what a gonna be to fly, à combler dans les pays du Sud, les pays les plus pauvres. Alors que dans les faits, les besoins étaient réels, mais souvent surestimés. Alors qu'on me comprenne bien, on a identifié du kwashiorkor, c'est-à-dire une carence très très vénère en protéines. Il y avait bien des besoins, mais surtout des besoins en calories. Donc ça veut dire que les enfants et les adultes, ils avaient besoin de nourriture tout court, si je vous simplifie tout ça, bien entendu. Ça a été bien documenté dans une publication du Lancet en 1974. Je vous mettrai les sources de l'étude dans la description de l'épisode.
Cette peur du manque, elle a servi à écouler des excédents agricoles des pays occidentaux, comme le lait en poudre ou le soja, sous couvert d'aide nutritionnelle. Et encore aujourd'hui, les protéines sont encore dans les grands débats nutritionnels, environnement, souveraineté alimentaire, marché des alternatives végétales, viande in vitro, etc. Ce qu'on appelle les protéines, c'est pas juste donc une question de nutrition, c'est aussi une histoire de pouvoir, d'idéologie, de rapport de force, d'économie et de croyances bien ancrées que je constate quasi chaque semaine en consultation. On reviendra sur quelques-unes d'entre elles. Dans l'épisode numéro 2, je vais répondre à la question: combien de protéines a-t-on vraiment besoin ? 30 grammes de protéines par repas, 2 grammes par kilo de poids corporel, un shake après chaque séance de sport. Si vous écoutez les influenceurs fitness, vous devriez passer votre vie à compter, peser, avaler vos doses de protéines. Et si je vous disais que la plupart d'entre vous, vous mangez déjà assez de protéines? Aujourd'hui, on répond à la question que vous vous posez peut-être: combien j'en ai besoin? Parce que oui, on a tous et toutes besoin de protéines, mais non, vous n'avez probablement pas besoin d'en manger autant que les réseaux veulent vous le faire croire à grand renfort de pubs sponsorisées. Alors la réponse, elle dépend de qui vous êtes et de ce que vous faites. La réponse officielle, celle des organismes de santé publique en France, c'est 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est très simple, vous prenez votre poids en kilos, vous le multipliez par 0,8. Le résultat, c'est la quantité de protéines en grammes dont vous avez besoin chaque jour. Alors pourquoi on calcule ça par rapport au poids? Pourquoi pas un chiffre fixe pour tout le monde, comme ça, ce serait bien plus pratique? Parce que votre corps, c'est votre masse à entretenir. Plus vous êtes lourd, lourde, plus vous avez de cellules, de muscles, d'organes, de peau, de cheveux, et toutes ces structures sont faites de protéines. Elles se renouvellent en permanence, vos cellules meurent, se régénèrent, se réparent, et tout ça demande des protéines. Une personne de 50 kg n'a tout simplement pas la même quantité de tissu à entretenir qu'une personne de 90 kg. C'est logique, elle a besoin de moins de matériaux de construction. Pensez à une petite maison de 50 mètres carrés ne demande pas autant de briques qu'une grande maison de 150 mètres carrés. Votre corps, c'est un peu pareil, sauf qu'il vit des émotions, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire tout le monde a besoin de 60 grammes de protéines par jour et basta. Ça serait trop pour certains, pas assez pour d'autres. Donc en calculant par rapport au poids, on personnalise, on adapte et c'est beaucoup plus juste. Concrètement, si vous pesez 60 kg, vous avez besoin d'environ 48 grammes de protéines par jour. Si vous pesez 70 kg, vous avez besoin de 56 grammes de protéines par jour. Si vous pesez 80 kg, c'est plutôt 64 grammes. J'y reviendrai dans les épisodes suivants, mais quand je vous dis 64 grammes, c'est pas 64 grammes d'aliments, c'est 64 grammes de protéines. Pour vous donner un ordre de grandeur, 3 œufs, ça pèse 200 grammes et dedans, il y a environ 20-22 grammes de protéines. J'y reviendrai dans les épisodes suivants. 0,8 grammes par kilo de poids de corps et par jour, ça c'est pour une personne sédentaire qui ne fait pas de sport intensif. Maintenant, si vous êtes sportive, loisir, vous faites un peu de running, un peu de yoga, de la natation quelques fois par semaine, vos besoins montent légèrement entre 1 et 1,2 grammes par kilo. Parce que quand vous bougez, vos muscles se contractent, se micro-déchirent légèrement et ont besoin de protéines pour se réparer et se renforcer. Mais on reste dans des quantités assez raisonnables. Si vous faites de la musculation ou des sports de force, là, vos besoins augmentent davantage. On passe entre 1,4 à 1,6 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Et pour les athlètes très entraînés, bodybuilding ou autres, ça peut monter jusqu'à 2,2 grammes par kilo. Pourquoi autant? Parce que ces personnes cherchent à construire du muscle activement. Leurs fibres musculaires sont constamment sollicitées, endommagées, reconstruites jusqu'à la séance prochaine. Les protéines deviennent alors le matériau principal de cette reconstruction. Mais attention, on parle d'athlètes de niveau confirmé, pas de monsieur et madame tout le monde comme peut-être vous et moi. Si vous faites des sports d'endurance, cyclisme, triathlon, course à pied sur longue distance, vos besoins se situent entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo de poids de corps et par jour, et jusqu'à 2 grammes dans des conditions d'entraînement très intenses. Et puis si vous êtes senior, après 60-65 ans, vos besoins augmentent un peu plus aussi puisque le corps perd naturellement de la masse musculaire avec l'âge. Et là, on vise environ 1,2-1,3 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Vous voyez un peu le schéma? Plus votre activité est intense, plus votre corps sollicite vos muscles, plus vos besoins en protéines augmentent. Mais pour la majorité d'entre vous qui m'écoutez, qui marchez, qui faites un peu de sport le week-end et peut-être en semaine, qui bougez sans être des athlètes professionnels, 0,8, 1,
1,2 voire 1,3 grammes par kilo de poids de corps et par jour, c'est déjà très très bien. Et devinez quoi, la plupart des Français dépassent déjà ces recommandations, c'est-à-dire que les apports spontanés des Français, quand on regarde les études, ils se situent aux alentours de 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc au niveau national, on est bien loin d'être en carence, mais ce n'est pas pour autant que chaque Français a son niveau optimal de protéines par jour. Encore faut-il détailler quelles sont les sources alimentaires de protéines et est-ce qu'elles se valent toutes. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir demain matin, mais déjà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre poids et le multiplier par le coefficient que je vous ai indiqué selon les différentes situations. Ça vous donnera une idée vers où vous pourriez tendre pour couvrir vos besoins journaliers. Mes filles ne mangent pas de viande à la cantine le midi avec le repas végétarien, je le sais, parce que le soir, je sais qu'elles ont faim, etc. Non, mais il faut arrêter. Je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça, mais enfin, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est du si vécu, ma fille ne Caron. mange pas de viande, elle n'a jamais faim parce qu'elle n'a pas mangé de viande. Je crois qu'il faut arrêter cette désinformation. Il faut qu'elle Madame soit Lambert est équilibrée. lobbyiste d'une profession, je le respecte totalement, mais on ne peut pas présenter ça comme un fait, parce que vous nous racontez sur ce plateau que votre fille, quand elle rentre chez elle le soir, elle a mangé un repas végétarien à la cantine. Je me bats pour qu'il y ait des repas végétariens dans toutes les cantines, dans toutes les cantines publiques en France, et qu'elle a faim parce qu'elle n'a pas mangé de viande le midi. Vous vous rendez compte quand même de la désinformation à laquelle vous prêtez là ce soir? Débat un petit peu plus piquant, houleux, voire technique, protéines animales versus protéines végétales, même si vu le format, j'éluderais pas mal d'angles d'attaque, d'informations. Mais ce que je vous propose, c'est que si le sujet vous plaît et que vous souhaitez un épisode plus complet sur cette question, n'hésitez pas à me dire sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify ou YouTube, si vous désirez qu'on approfondisse, et je pourrais même inviter une spécialiste du sujet si ça vous botte. Alors pour comprendre cette histoire-là, il faut remonter un petit peu dans le temps. Elle commence il y a environ 150 ans et repose en grande partie sur des rats. Oui, des rats. Début du 19e siècle, la viande devient synonyme de force. Elle était déjà, mais là, c'est la science qui s'en empare. Dans le premier épisode de la mini-série, je vous avais déjà parlé des travaux de Justus von Liebig, prononcé Liebig, qui mène des expériences et conclut que la viande, à l'époque en tout cas, est l'aliment indispensable pour les travailleurs de force. La viande, c'est l'énergie, la viande, c'est la puissance. Mais trop bizarre, cet élan, il est déjà contredit en 1863 par un médecin britannique qui s'appelle Edward Smith, qui dit que les théories de ce Liebig sont assez surestimées. Et à la fin du 19e siècle, un autre chercheur, Carl von Voigt, démontre même que les protéines végétales peuvent aisément suffire à la couverture des besoins protéiques, voire dans certains cas les dépasser. Et c'est ainsi qu'on a, tenez-vous bien, en France, dès le début du XXe siècle, des médecins qui proposent des alimentations sans viande, notamment pour les diabétiques et les personnes atteintes de maladies cardio. Mais malgré ces avancées scientifiques, le mythe persiste. Au XXe siècle, les rats entrent en scène puisqu'une nouvelle méthode pour évaluer la qualité des protéines va verrouiller le mythe pour quasi un siècle. En gros, je vous la fais courte, on teste la qualité des protéines sur des jeunes rats en pleine croissance. On mesure leur prise de poids et plus le rat grandit vite, meilleure est la protéine. C'est simple, c'est basique. Résultat, les protéines animales semblent largement supérieures aux protéines végétales, surtout les légumineuses. Le classement, ça devient viande, œuf, lait en tête, et les légumineuses loin derrière. Et cette hiérarchie, elle s'impose dans les esprits, dans les manuels de nutrition, dans les recommandations officielles. Le petit problème, c'est que les rats ne sont pas des humains. Les rats en pleine croissance ont besoin de beaucoup plus de méthionine que les humains. La méthionine, c'est un acide aminé, c'est une perle du collier si jamais vous vous souvenez le premier épisode. Or, les légumineuses sont naturellement un peu moins riches en méthionine que la viande. Résultat, pendant des décennies, les légumineuses ont été considérées comme des protéines de mauvaise qualité, entre guillemets, incomplètes, inférieures. Ok, bon, ça c'était pour l'histoire un petit peu accélérée. Et aujourd'hui, on en est où ? Quelle est la différence entre les protéines animales et les protéines végétales ? Parce que oui, il y a des différences, mais elles sont bien moins importantes qu'on vous le fait croire. Première chose à comprendre, tous les acides aminés sont dans les végétaux. La lysine, oui, on en trouve dans les végétaux. La méthionine, on en trouve aussi dans les végétaux. La leucine, l'isoleucine, la valine, elles sont présentes également. Ce qui diffère, ce sont les proportions, ce n'est pas forcément la présence.
Imaginez un orchestre, tous les instruments sont là, mais dans certains morceaux, les violons sont plus présents, dans d'autres, ce sont les cuivres, mais ça reste de la musique et ça reste plutôt complet et si possible harmonieux. Prenons les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, pois cassés, fèves, etc. Elles sont riches en lysine, qui est un acide aminé essentiel, et un peu moins riches en méthionine, comme on vient de voir. Résultat, leur qualité protéique se situe entre 90 et 100% par rapport aux protéines animales. Les céréales, riz, blé, avoine, quinoa, je mets le quinoa dans cette même famille, même si en vrai c'est une pseudo-céréale, c'est un peu l'inverse. Elles sont riches en méthionine et un peu moins en lysine. La qualité protéique se situe entre 70 et 90%. Alors c'est vrai que c'est légèrement moins optimal entre guillemets sur le papier, mais ça reste déjà de très bonne qualité. Et surtout quand vous combinez légumineuses et céréales dans la journée, pas forcément au même repas, j'y reviendrai, eh bien vous obtenez un profil complet. Et au passage, certains végétaux ont un profil en acides aminés qui est parfait avec un score de 1, c'est-à-dire 100%, le soja notamment et ses dérivés, tofu, tempeh, etc. Le quinoa, le sarrasin, l'avoine, les pistaches. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de viande pour obtenir une protéine complète. La digestibilité maintenant, oui, il y a une petite différence. C'est vrai, les protéines animales sont digérées et absorbées un peu plus facilement que les protéines végétales. Pourquoi cette différence ? Parce que les végétaux contiennent des fibres et certains composés naturels, comme les phytates et les lectines, qui ralentissent légèrement l'absorption des protéines. Mais attention, des procédés comme la cuisson, le trempage, la germination, la fermentation améliorent grandement cette digestibilité. Par exemple, un dalle de lentilles bien cuit, super bonne digestibilité, ou alors des lentilles vertes ou des haricots rouges trempés la nuit et pré-germés, pas de problème, du pain au levain, du tofu fermenté, même chose. Donc dans la vraie vie, quand vous cuisinez vos végétaux correctement, cette différence devient minime, cette différence se gomme. Ensuite, la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité de votre corps à utiliser les protéines une fois qu'elles sont absorbées. Là, les études récentes sont assez claires. Les chercheurs ont mesuré ce qu'on appelle les bilans azotés. C'est une mesure de l'utilisation des protéines par le corps. Résultat, à quantité égale de protéines, je redis bien à quantité égale de protéines, il n'y a quasi aucune différence entre une alimentation végétalienne et une alimentation carnée. Votre corps utilise aussi bien les protéines végétales que les protéines animales. L'Observatoire national de l'alimentation végétale, l'ONAV pour les intimes, le dit clairement dans sa position. Je cite, « Au fur et à mesure que nos connaissances avancent, la biodisponibilité des protéines végétales apparaît très proche, voire dans certains cas, équivalente à celle des protéines animales. » Fermez les guillemets, ça c'est dans l'argumentaire de leur longue position de 2022 sur les protéines. Elle va bientôt être révisée et je vous ferai d'ailleurs un update quand ce sera le cas. Ensuite, un petit fait fascinant, quand on mesure les niveaux d'acides aminés dans le sang de personnes qui mangent de la viande, des végétariens et de végétaliens, on trouve des différences. Cela suggère que votre corps s'adapte à votre alimentation habituelle. Si vous mangez végétal depuis longtemps, votre corps optimise l'utilisation de ces protéines. Alors ces différences, oui, il y en a, mais elles sont minimes, compensables et dans la vraie vie assez négligeables. Ce qui compte, c'est la diversité. D'ailleurs, on va creuser un peu ce point, la diversité. Dans le modèle ancien basé sur les rats, vous savez les fameuses études de rats dont je viens de vous parler, on évaluait la qualité d'une protéine en la testant seule, isolée, comme si vous mangiez 100 grammes d'un aliment et rien d'autre. Sauf que dans la vraie vie, vous ne mangez pas une protéine isolée. Vous mangez un repas entier, soit avec une entrée, soit avec des accompagnements comme des féculents et des fibres. Et dans une journée en plus, vous mangez plusieurs repas. Et c'est précisément la critique de l'ONAV. Les méthodes PDCAAS puis DYAAS, je vous mettrai tout ça en description, qui sont respectivement des années 90 et des années 2010, elles évaluent un aliment unique hors contexte alimentaire réel, ce qui sous-estime les protéines végétales et ne tient pas compte des synergies naturelles des aliments au sein d'une même journée. Je vous mettrai ce que veulent dire ces fameux acronymes dans la description de l'épisode, car Dans la poire n'est pas un podcast de chercheurs qui s'adresse à des chercheurs, c'est plutôt un podcast destiné au grand public, voire au grand public averti. Donc conclusion, c'est pas la protéine idéale entre guillemets qui compte, c'est la combinaison de vos aliments au sein d'une même journée. J'y reviendrai en détail dans la newsletter de vendredi. Donc oui, il y a des différences entre protéines animales et végétales, mais ces différences deviennent
insignifiante dès lors que votre alimentation est variée, cuisinée et qu'elle repose sur un trio simple, légumineuses, céréales, fruits à coque. Je rappelle que quand je dis légumineuses, je ne parle pas explicitement du tofu, du tempeh ou des protéines de soja texturées, mais ils sont inclus dedans puisque les produits végétaux sont déjà dérivés de ces familles. Par exemple, le tofu est fabriqué à partir du soja et le tempeh est fabriqué à partir de soja fermenté. Voilà, j'ai essayé de vous synthétiser les choses. Peut-être que j'ai été un peu elliptique. Merci à Stéphanie Gianola, qui est diététicienne et qui m'a permis d'échanger, de confirmer certaines informations et d'en infirmer d'autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les sur les plateformes d'écoute et peut-être que ça me donnera aussi de la matière pour la newsletter de vendredi. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, je vous mets le lien en description. Ma newsletter, elle s'appelle Charlie's Kitchen et c'est justement dans cette newsletter que je donne plus de conseils pratiques comme des fiches mémo ou des menus pour la semaine. Allez, demain, on passe à l'épisode 4 et vu l'évolution des réglementations européennes très récentes, vu notre situation à tous et à toutes, difficile de faire l'impasse sur l'aspect environnemental des choses au sens large, c'est-à-dire pas seulement l'aspect bilan carbone. Prendre soin de la nature, c'est pas seulement une histoire de CO2, c'est aussi l'eau qu'on prélève, les sols qu'on épuise ou qu'on régénère, l'air qu'on respire, les écosystèmes qu'on protège. Et ça, nos choix alimentaires y participent pleinement. Aujourd'hui, on va creuser, certes dans un format court, la question des conséquences environnementales de ces protéines qu'on consomme chaque jour, en tout cas de ces aliments riches en protéines qu'on consomme chaque jour. Alors quand je dis les conséquences environnementales, c'est non seulement en émissions de CO2, mais aussi en consommation de ressources hydriques, en dégradation des sols ou encore en perte de biodiversité. Commençons par regarder les données les plus récentes sur l'impact des protéines en termes environnementaux. Je vous en ai parlé en détail avec des solutions pratiques dans l'édition Fin du mois, Fin du monde, comment concilier les deux. C'est de ma newsletter dont je parle, pardon. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode si vous voulez en savoir plus. C'est dans ma newsletter. Le rapport de la commission Eat-Lancet publié en octobre 2025, il n'y a pas si longtemps que ça, il souligne une réalité qui est assez brute, assez sans phare. Les systèmes alimentaires actuels sont le principal moteur de la dégradation de plusieurs limites planétaires. Les auteurs montrent que la consommation alimentaire contribue à la plupart des transferts de l'azote et du phosphore dans l'environnement, à la conversion des terres, à la perte de biodiversité. Concrètement, ça, en vrai français compréhensible, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus précisément, ça veut dire que certaines sources de protéines sont plus coûteuses que d'autres. Par exemple, produire des protéines animales issues d'élevage intensif mobilise des surfaces agricoles plus grandes, consomme davantage d'eau, utilise plus d'intrants et génère plus de gaz à effet de serre que des protéines végétales comme les légumineuses. Ces dernières s'en sortent non seulement mieux sur le bilan carbone, mais aussi sur la qualité des sols, l'usage de l'eau et le respect de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que ce que nous mangeons a un impact important sur la planète. Déjà parce que les engrais utilisés pour produire notre nourriture, notamment ceux qui contiennent de l'azote et du phosphore, polluent les sols, les rivières et les océans. Azote et phosphore, au passage, ce sont des composants des engrais chimiques. En excès, ils peuvent créer des déséquilibres dans la nature. #algues vertes et pollution de l'eau potable. Ensuite, parce que beaucoup de forêts et de zones naturelles ont été transformées en champs ou en pâturages pour produire cette nourriture. Et conversion des terres, ça veut dire que c'est le fait de transformer des forêts, des prairies naturelles ou des zones humides en terres agricoles. Et enfin, parce que ces changements réduisent la biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces animales et végétales. Donc, qui dit moins d'espèces, dit moins de diversité et moins de résilience, moins d'entraide des écosystèmes. Ça ne signifie pas qu'il faut supprimer toute source animale, mais ce rapport, il nous dit aussi qu'à niveau de protéines équivalents, selon leur provenance, leur mode de production, leur traitement, l'impact environnemental peut varier fortement. Voilà pourquoi il est essentiel de questionner la qualité de la source, pas seulement la quantité des protéines dans son assiette. Et ben là, clairement, peut-être que je ne regarde pas assez les comptes qui en parlent, mais je trouve qu'il y a peu d'influenceurs, influenceuses qui vantent les mérites de tout ce dont je viens de parler quand ils vous parlent de protéines. Je vois surtout pas mal de mettez votre blanc de poulet dans la poêle et ça ira très bien. Alors, comment on fait, nous, les mangeurs et les mangeuses, pour tenir compte de cet aspect, pour faire des choix éclairés ? Déjà en gardant une idée simple en tête, moins mais mieux, mais peut-être que vous le faites déjà.
Cela ne veut pas forcément dire végétarien ou végétarienne, quoique ça aide, mais simplement déjà réduire les protéines animales les plus impactantes, comme la viande de bœuf issue d'élevage intensif, au profit de sources plus sobres, lentilles, pois chiches, œufs, tofu ou encore certaines volailles élevées de manière plus locale et peut-être plus respectueuse. Ensuite, essayez quand c'est possible, si vous mangez des produits issus d'animaux, de vérifier la provenance. Donc, cherchez les mentions élevées en plein air, bio, label rouge, même si, on pourra peut-être en discuter. Je pense que ça, vous le faites déjà. Privilégiez les circuits courts, les petits producteurs ou les filières de qualité reconnues. Ça, vous le faites aussi peut-être déjà. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je les ajouterai en description de l'épisode au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'interpeller, me dire tiens, t'as pas parlé de tel truc, moi je fais mes courses là et là et là, c'est vachement bien, ça existe dans toute la France, voilà, n'hésitez pas. Et pour le poisson, si vous en mangez, privilégiez les espèces locales de saison. Je vous aurais bien indiqué de vous fier au label MSC, mais clairement, je sais que ça nous rassure, ça vous rassure de voir ces labels parce que ça permet de nous donner bonne conscience. On se dit qu'il y a des gens qui ont vérifié et que de toute façon, nous, on n'a pas le temps d'aller vérifier à chaque achat. Mais malheureusement, en lisant l'étude de 2024 parue dans la revue Nature, à ce jour, il n'y a pas de définition des termes pêche durable. Donc ça veut dire qu'un poisson pêché avec le label MSC peut tout à fait être pêché via une pratique comme le chalutage de fond qui peut parfois être réalisé à plus de 1000 mètres de profondeur, qui met en péril des poissons vivants jusqu'à 150 ans et qui ne vont pas se reproduire avant 30 ou 40 ans. Donc malheureusement, ce n'est pas un label qui garantit automatiquement une pêche soutenable pour la planète. Enfin, il y a un cas que j'aimerais vous soumettre un peu plus particulier dont on a eu une réponse en mars dernier. Bon, aujourd'hui, c'est assez clair et de nombreuses fois démontré que produire 1 kilo de bœuf de façon très intensive versus 1 kilo de tofu ou toute autre légumineuse, il n'y avait pas photo, because les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, l'empreinte sur les sols, la perte de biodiversité, bien sûr le transport, etc. Tout ça penchait en faveur de la culture de légumineuses. Mais la vraie question, un peu plus subtile, c'était celle de l'élevage extensif en plein air, sur prairie naturelle, ce qu'on appelle parfois le bœuf grass-fed, donc nourri à la prairie verte. Et en mars 2025, il y a une méta-analyse publiée par une équipe internationale qui a confirmé que même dans ce cas, l'empreinte environnementale du bœuf restait très élevée, notamment à cause de la durée de vie plus longue des animaux, du méthane qui était produit et des surfaces mobilisées. Autrement dit, mieux vaut du tofu bio européen que du bœuf de pâturage, même élevé avec soin. C'est pas forcément une condamnation de toute viande existence, mais un appel à la sobriété et à la conscience de nos choix. Ça ne veut pas dire que l'élevage extensif, plus respectueux donc, est mauvais entre guillemets en tout point. Il peut y avoir des avantages pour le paysage, certains services écosystémiques, le bien-être animal, même si à la fin, bien-être ou pas, j'ai envie de vous dire, l'animal il donne tout de même sa vie pour nous et il est abattu dans certaines conditions. Pour l'impact protéines produites, ressources utilisées, eh bien la différence n'est pas forcément aussi grande qu'on le croit et reste souvent moins favorable que les sources végétales. Donc pour faire un choix responsable, si vous consommez du bœuf, privilégiez des filières bien gérées, locales et moins intensifs. Mais pour la planète, ou plutôt pour la nature, augmenter la part végétale des protéines reste le levier le plus puissant. Voilà, je m'arrête là. Franchement, c'était pas super facile d'être synthétique sur ces questions-là. J'ai pas pu tout dire, d'une part parce que le format et d'autre part parce que j'ai encore beaucoup à apprendre et peut-être à absorber de ces sujets. J'ai aussi essayé d'observer mes biais psychologiques qui essayent de m'attirer toujours vers le côté veggie de la force, donc par souci d'honnêteté intellectuelle envers vous, même si je suis affilié à aucun parti, ni à aucune association à titre de militant d'ailleurs qui n'est pas un gros mot au passage, eh bien je reconnais que j'ai parfois tendance à prioriser, valoriser davantage les alternatives végétales, peut-être par conviction, peut-être par habitude. J'essaie aussi de rester curieux, de ne pas tomber dans une vision trop binaire des choses. J'espère que pour cet épisode, ce ne fut pas le cas. Et si c'est le cas, je suis preneur de vos retours respectueux de toute façon. Ce qui compte, c'est de comprendre les nuances, de se poser des questions. Tiens, d'où vient ce que je mange? Dans quelles conditions c'est produit? Et quelles conséquences ça a pour la planète, pour les autres ou pour moi-même? Avant de recevoir les bonus demain pour les abonnés payants de ma newsletter, on parlera périménopause et ménopause demain matin. Et si vous êtes un mec et que vous m'écoutez, ne zappez pas parce que ça vous concerne aussi.
Alors, on parle beaucoup de la ménopause, parfois un peu de la périménopause, mais au fond, qu'est-ce que ça implique ? La périménopause, c'est cette période de transition qui précède la ménopause. Elle peut commencer dès 40 ans, parfois même un peu avant, voire quelques années avant, et durer environ 10 ans. C'est une phase de bouleversement, on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive. Les cycles menstruels deviennent irréguliers, les hormones chutent, notamment les œstrogènes. Elle est définie comme l'arrêt définitif des règles depuis 12 mois. Elle survient en moyenne autour de 51 ans. Ces phases concernent toutes les femmes, je viens de le dire, mais leurs effets sont souvent minimisés. Prise de poids inexpliquée, perte de masse musculaire, fatigue chronique, fragilité osseuse, maux de tête, troubles du sommeil, transpiration nocturne notamment. Ce ne sont pas juste des petits désagréments passagers, ce sont vraiment des signaux importants du corps et, j'allais dire du cœur à chaque fois. Je fais toujours le lapsus, alors je le laisse. Ces signaux, ils sont individus dépendants. Ça veut dire qu'on a des généralités. Bien sûr, on a des études très claires sur la question, mais vous pouvez aussi trouver des femmes qui ont des symptômes voire tous les symptômes, et d'autres qui ont 0 symptôme, voire des symptômes très légers. C'est injuste, mais c'est ainsi. Et dans cette période de transformation, les protéines peuvent jouer un rôle clé, souvent sous-estimé. Et dans cet épisode, on va voir pourquoi elles deviennent des alliées précieuses sans forcément être miraculeuses non plus. Alors, ce qu'on remarque particulièrement, c'est une perte progressive de masse musculaire accompagnée d'une facilité accrue à stocker de la masse grasse, surtout au niveau de l'abdomen ou autour des viscères. Le métabolisme de base ralentit, la sensibilité à l'insuline peut diminuer et le corps devient moins efficace, entre guillemets, dans certaines fonctions qu'il gère, pourtant depuis des années avec aisance. Alors pourquoi les protéines deviennent un sujet essentiel ? Leur rôle devient assez concret. À cette période, les protéines deviennent une barrière contre la perte musculaire et la fatigue qui peuvent s'installer après la chute des estrogènes. Donc en couvrant vos besoins d'une façon adaptée, vous pouvez maintenir votre force, soutenir votre masse osseuse et préserver votre énergie au quotidien. Alors est-ce que les besoins en protéines changent vraiment ? Après la chute des œstrogènes, le corps devient moins efficace pour utiliser les protéines alimentaires, en particulier réparer les tissus, entretenir les muscles, c'est ce qu'on appelle une forme de résistance anabolique. Le muscle ne répond plus aussi bien au signal protéines entre guillemets. Alors concrètement, combien faut-il viser ? Eh bien, contrairement aux idées reçues, les recommandations françaises ne diffèrent pas de celles pour l'adulte. Donc ça dépend de votre activité physique et de votre poids. Je vous en ai parlé dans l'épisode 2, me semble-t-il. Vos besoins varient donc davantage si vous êtes active, si vous avez déjà une perte musculaire ou en cas de pathologie comme une maladie chronique ou à la suite d'une intervention pour aider à la cicatrisation des tissus. Mais ça, c'est à peu près comme l'adulte. Ces recommandations, elles sont plutôt cohérentes, j'ai vérifié, avec la littérature internationale, même si des groupes d'experts et quelques études suggèrent que de viser 1 g à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, ce serait plus indiqué, notamment pour les personnes qui sont physiquement actives ou qui sont à risque accru de perte musculaire. Des apports plus élevés comme 1,4 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, c'est plutôt pour les athlètes ou les femmes très entraînées. Et ce que la littérature scientifique nous dit, c'est que les preuves des bénéfices pour la santé d'aller au-delà d'1,2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour pour les non-athlètes eh bien, sont assez limitées. Donc pour une personne de 65 kg, ça représente minimum 65 g de protéines par jour, si on compte 1 g par kilo de poids de corps et par jour, répartis sur les repas. Et là, on pense souvent à inclure des protéines le soir, mais on oublie parfois le petit déjeuner, où on ne varie pas assez dans la journée, où parfois on a la flemme, on a les pâtes, où on ne pense pas surtout à la collation. Donc ça ne veut pas forcément dire manger uniquement des œufs, du blanc de poulet à chaque repas. On peut tout à fait répondre selon votre sensibilité éthique et environnementale à ses besoins, avec une combinaison intelligente entre produits animaux, viande, poisson, œufs, produits laitiers si vous en mangez, et protéines végétales, lentilles, pois chiches, tofu, céréales complètes, oléagineux. Si vous êtes preneuse de ce que ça donne concrètement une journée, voire plus de menus protéinés du matin jusqu'au soir avec des options végé et plus et affinités, eh bien je les détaille aujourd'hui même dans l'édition de ma newsletter. Concrètement, 65 à 80 grammes par jour, c'est assez faisable, mais ça demande un peu de planification. Donc les protéines, c'est pas là pour suivre une mode ou faire une sèche, elles sont là pour vous aider à traverser cette phase avec énergie, stabilité, #satiété évidemment, confiance dans votre corps. Mais attention, elles ne sont pas à elles seules miraculeuses, c'est l'association d'un apport régulier dans la journée combiné
à des exercices de résistance et de renforcement musculaire qui est le combo gagnant pour maintenir voire gagner de la masse musculaire. Donc je pense que je vous ai répondu sur est-ce que je dois me gaver de protéines pour maintenir ma masse musculaire? Bon, vous avez la réponse, pas forcément. Et si on évoque la fragilité osseuse, les protéines sont un appui important pour lutter contre cette dynamique qui peut vous mener vers l'ostéopénie. Maintenir la masse musculaire aide non seulement à la force corporelle, mais aussi stabilité, mobilité, protection des os, puisque les muscles exercent des contraintes mécaniques stimulantes sur le squelette. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une alimentation riche en protéines, sans apport suffisant en calcium, sans apport suffisant en vitamine D ou sans fibres et sans exercice physique, ne permet pas d'optimiser ni le muscle, ni l'os. Par exemple, l'os a besoin de protéines et de calcium et de vitamine D pour rester fort, c'est-à-dire pour continuer favorablement son processus de remodelage osseux. Je vous passe tous les détails avec tout ce qui est ostéoblaste, ostéoclaste, etc. Donc concrètement, ça veut dire complémentation en vitamine D minimum d'octobre à mai. Et après, ça dépend de où vous vous situez géographiquement. Si vous êtes sudiste et que vous mettez votre bouille et vos avant-bras suffisamment à la lumière du jour, là, vous pouvez faire peut-être une pause à partir du mois de mai. Et pour l'alimentation riche en calcium, n'oubliez pas de mettre plus souvent au menu des sardines avec des arêtes si vous mangez du poisson, du chou chinois, des brocolis, des amandes de France bien entendu, de la purée de sésame, des légumineuses comme les haricots blancs, du tofu et des boissons végétales enrichies à l'algue lithotame et des produits laitiers si vous les tolérez bien et selon votre sensibilité. Et si vous êtes en mode casse-tête entre j'ai besoin de calcium mais je fais gaffe à mes apports en acides gras saturés, eh bien je vous mets le lien de ma newsletter pile sur cette question. Voilà, si vous avez des questions, des points précis que vous aimeriez que j'explore, des choses à préciser, peut-être que je n'ai pas été moi-même assez clair, ou que vous aimeriez que je me penche sur un sujet en particulier, faites-le moi savoir sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou YouTube. N'hésitez pas à me mettre une marque de soutien pour mon travail sur ces plateformes, car Dans la poire est un podcast gratuitement proposé. Il demande beaucoup de boulot et d'abnégation. Et puis de toute façon, ça fait toujours plaisir de lire chacun de vos petits mots. Je vous laisse découvrir l'édition de ma newsletter sur les protéines et je vous dis bel appétit de vivre et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la poire.